Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président de l'ANAMA, magistrat Jean-Wilner Morin, qui est avec nous, avec qui on va commenter l'actualité, certes, mais on va surtout parler du fonctionnement de la justice au cours de l'année 2020, pour ne pas dire qu'on va réaliser une émission bilan. Un point qui a retenu notre attention, c'est son intervention sur une station sœur, il y a environ 24 heures. Au cours d'une intervention qu'il avait faite, le juge a prodigué des conseils, je dirais, à la population. On va y revenir, mais d'abord, d'entrée de jeu, permettez, madame, monsieur, que j'introduise maître Jean-Wilner Morin. Bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, monsieur Théodore. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation et de discuter autour des problèmes que la justice haïtienne est confrontée aujourd'hui. Vous avez eu de bonnes fêtes de Noël? En effet, parce qu'on est chrétien, donc vous comprenez que Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous. Et bien, ce ne serait pas incongru si, en général, on le dit à la fin, mais si je le dis avant l'émission, si je formule mes vœux de santé en tout début d'émission au magistrat qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin à Métropole. Tous mes vœux de bonheur. À vous aussi, monsieur Wendel, et à tous les téléspectateurs, je souhaite le meilleur pour l'année 2021. J'espère que nous aurons la stabilité pour que nous puissions entendre les détenus qui sont en prison. Il y a de cela et longtemps. Il y a des gens qui sont en prison depuis plus de 2 ans et qui ne peuvent pas comparaître devant leur juge naturel pour connaître leur sort. Nous espérons qu'il n'y aura pas de grève cette année. Vous auriez dit, magistrat, que la détention préventive prolongée fait l'affaire d'un secteur. Est-ce bien? Est-ce exact? Écoutez, vous l'avez dit vraiment? La détention préventive prolongée. Alors, la détention préventive, c'est lorsque quelqu'un est appréhendé ou arrêté et ce quelqu'un-là est présenté par devant son juge naturel dans le délai. Le délai, c'est la détention préventive. Donc, quand on dépasse le délai, c'est une formule qu'on emploie. Je ne sais pas d'où elle vient, cette formule prolongée. C'est-à-dire au-delà du délai. Donc, cette détention préventive donne lieu à des projets. Certaines personnes font, ou certaines organisations, soit nationales ou internationales, et même de la part du gouvernement, et on fait des projets autour de la détention préventive pour voir est-ce que l'on peut arriver à résoudre le problème de la détention préventive prolongée. On se le rappelle, sous le gouvernement du président Préval, il y avait une commission. Mais pourquoi une commission contre la détention préventive prolongée alors que nous avons des commissaires du gouvernement chargés de résoudre ce problème? Et le président Martelly aussi avait nommé une commission. Le président actuel, le président Jovenel Moïse, lui aussi, il a formé une commission autour de la détention préventive prolongée. Et quand on forme une commission, il y a budget, il y a frais, il y a tout un tas de choses. Sans omettre des organisations internationales qui viennent souvent avec des projets de lutte contre la détention préventive prolongée. Écoutez-moi. Nous avons le code d'instruction criminelle qui trace la procédure. La procédure commence par la Constitution
on ne peut pas garder quelqu'un au-delà de 48 heures. Après 48 heures, il faut que ce quelqu'un soit présenté par devant son juge naturel. Et au cabinet d'instruction, le juge instructeur, il a 3 mois pour faire son instruction. C'est justement ce que j'allais vous dire. Est-ce que, en fait, pour l'édification du public, quand on parle de juge naturel, est-ce qu'on fait allusion au juge d'instruction? Non, écoutez, c'est pas forcément le juge d'instruction. Par exemple, si la personne commet une infraction correctionnelle, cette infraction, c'est devant un juge correctionnel. Le juge correctionnel n'est pas un juge d'instruction. Il n'est pas forcément un juge d'instruction. Est-ce que vous comprenez? Cependant, nous avons là... C'est parce que vous avez, pas conclu, mais vous avez dit que le juge d'instruction peut garder le prévenu pendant 3 mois. Le temps de l'instruction. Dépendamment, le temps de l'instruction, dépendamment, parce que l'article, je crois, 83, si je ne m'abuse, vous me pardonnez, et téléspectateurs, si toutefois j'ai quelques petits trous de... OK, mais laissez-moi vous dire, ça donne cet article que je cite donne possibilité à l'avocat de cette personne de demander une main levée d'écout. C'est-à-dire la personne peut rentrer chez elle et revenir... alors que l'instruction se poursuit, alors que l'instruction est en cours. Et revenir à la demande du juge d'instruction. Mais c'est pas risqué quand même en Haïti, quand on sait qu'on ne peut pas vraiment avoir le contrôle de certains gens? C'est risqué en Haïti parce qu'on a un problème d'adresse. Et c'est parce que aussi la police n'a pas totalement le contrôle du territoire. Parce que si aujourd'hui on renvoie quelqu'un chez lui, et donc il ne sera peut-être impossible de retrouver ce quelqu'un. Parce que la frontière, c'est un passoire, la personne peut filer en République dominicaine ou partir dans un autre pays. Donc est-ce que ceci ne joue pas en faveur de la détention préventive prolongée, en fait, du phénomène, si vous pouvez l'appeler ainsi? Mais non. Non, étant donné que vous parlez de passoire et que c'est risqué aussi de permettre à quelqu'un de bénéficier d'une main levée d'écout et que la personne peut en profiter pour s'en aller, pour s'enfuir. Oui, c'est possible, mais écoutez-moi, il y a le délai. Pourquoi on ne travaille pas à respecter le délai? 48 heures, la police arrête. Après 48 heures, la police ne peut pas continuer à garder. Il faut que la police présente la personne au parquet. Le parquet, si le parquet ne classe pas, il faut que cette personne soit renvoyée soit par devant le tribunal correctionnel, dépendamment de l'infraction commise, ou du moins par devant le juge instructeur. Maintenant, nous ne respectons pas le délai, nous ne respectons pas le droit de la personne. Nous ignorons les conventions ratifiées par Haïti, nous ignorons le droit de la personne. Et c'est pourquoi nous nous trouvons dans cette situation. Mais si je comprends bien, maître, c'est que la situation, le problème est global. Le problème est beaucoup plus important qu'on le croyait. Parce que là, si on doit tenir compte de nos frontières, ports et aéroports qui ne sont pas totalement contrôlés, on garde les gens au commissariat au lieu de les envoyer par devant leur juge correctionnel ou instructeur. Donc le problème est global. Et là où, comment gérer un criminel, par exemple? Mais je suis d'accord avec vous. C'est un problème qui doit être adressé au niveau de l'État. Mais l'État lui-même est dysfonctionnel, n'est-ce pas? Je suis d'accord, mais l'État doit servir la population. Et il y a un ensemble de lois que nous autres qui sommes appelés à servir la population, nous devons respecter ces lois. Je vous citais tout à l'heure la comparution immédiate. Pourquoi garder une personne qui a commis une infraction correctionnelle en prison alors qu'il y a une disposition qui est là pour conduire la personne directement par devant son juge? C'est ce qu'on appelle la comparution immédiate. Nous avons été au Chili il y a de ça 2 ans. Nous avions pu voir que les Chiliens avaient ce même problème, le problème de la détention préventive prolongée. Est-ce qu'il est résolu,
résolu et les Chiliens ont presque ce même cadre légal que nous. Par exemple, la comparution immédiate. Oui, mais comment on procède? On arrête la personne. Un procès rapide ou bien condamnation rapide? Écoutez, on arrête la personne et on présente la personne par devant un juge. Le juge va regarder de la légalité de l'arrestation. Si l'arrestation est légale, ou bien si cette personne doit être renvoyée par devant un tribunal, le premier juge renvoie cette personne par devant le tribunal. Mais la personne voit un juge. C'est pas un policier qui garde la personne en prison pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 4 semaines. C'est pas le parquet non plus, c'est pas le commissaire du gouvernement qui signe un mandat de dépôt. Il n'est pas donné au commissaire du gouvernement de signer les mandats de dépôt. Les mandats de dépôt doivent être signés par les juges instructeurs. Le cas échéant, par le commissaire du gouvernement, nous comprenons. Mais le commissaire ne peut pas garder une personne en prison pendant plus de 3 mois et que cette personne n'ait pas la possibilité de voir son juge. C'est pas possible. Voyons le conseil que vous avez donné, magistrat. Vous avez dit, et je cite, « Pas quitter ou arrêter parce qu'on pas qu'on qu'il est sorti en prison. C'est seul exécutif là qui a fait la guerre. La justice fait maintenant en payant depuis plus passé 18 mois. » Bon, ça me trouve de dire entrer en prison facile. Entrer en prison facile, mais c'est sortir qui est difficile. De vous faire 2 jours qu'à faire 10 ans. Mais paraît-il, ce n'est pas dans ce contexte que vous avez dit, que vous avez tenu ces propos. Vous avez cité un tweet de oui, quelqu'un. Je cite un tweet de quelqu'un. Vous avez la possibilité de m'entendre. Oui, tout à fait. Et je vais tenter d'élucider la question. Le premier problème, c'est que la justice est dysfonctionnelle dans le pays. Permettez-moi que je dise que la justice est en panne. Et vous connaissez toutes les raisons qui ont conduit au dysfonctionnement de la justice. Okay. Je n'ai pas besoin d'énumérer. Permettez que je vous arrête un instant. Quand on parle de la justice qui est en panne, là, très certainement, vous faites allusion à l'appareil ou à la machine. Oui, la justice. Mais aidez le public à comprendre. Quand vous dites la justice est en panne, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer. Nous avons la Cour de cassation, ce qu'on pourrait appeler la Haute Cour en Haïti, et la Cour suprême. C'est pas la Cour suprême, comme aux États-Unis, mais prêtons donc cette expression. Utilisons cette expression. La plus haute Cour de justice en Haïti, qu'on appelle la Cour de cassation. Mais vous savez qu'il y a des dossiers au niveau de la Cour de cassation qui datent de 15 ans? Oui, je sais, et j'ai des questions pour vous à ce sujet. OK. On va y aller. Qui datent de 15 ans, et que ces personnes-là attendent encore. Deuxièmement, nous avons la Cour d'appel de Port-au-Prince. La Cour d'appel de Port-au-Prince a juridiction sur 4 juridictions de première instance. La juridiction de Port-au-Prince, la juridiction de la Croix des Bouquets, la juridiction de Petit-Gouave et la juridiction de Jacmel. Est-ce que vous savez, Monsieur Théodore, que depuis plus d'1 an, que la Cour d'appel ne fonctionne pas et que des gens qui avaient interjeté appel contre soit une ordonnance ou bien une décision au niveau de première instance, ces personnes croupissent encore en prison et ne savent pas quand leurs dossiers seront entendus et ils ne peuvent pas dire quand ils vont pouvoir connaître leur sort. C'est une situation grave, c'est un problème grave de violation des droits de l'homme. Parce que vous savez, et en matière de droits de l'homme, la personne doit avoir un procès équitable. Et la personne doit comparaître dans le délai par devant son juge. Et quand on viole le délai, et quand la personne n'a pas un procès équitable, on viole ses droits. C'est pas parce que quelqu'un commet une infraction qu'elle n'a plus de droits. C'est pas possible. Donc pourquoi? Moi, je me rappelle que le ministre de la Justice avait bien voulu placer un président au niveau de la Cour d'appel de Port-au-Prince.
Moi, je n'ai aucun problème contre le magistrat. Il fait partie de l'ANAMA. Je suis son président en tant que président de l'association. Ce magistrat, c'est un magistrat qui, parce que de présentation, c'est quelqu'un de très crédible dans le système. Mais la façon dont on voulait l'utiliser, le nommer à la présidence de la Cour d'appel de Port-au-Prince et ne respectait pas la procédure. Et c'est pourquoi nous autres, au niveau de l'ANAMA et d'autres associations, accompagnés du CSPJ, nous avions demandé au ministre de la Justice de respecter la procédure. Et depuis lors, la Cour d'appel est bloquée. Le deuxième problème, nous avions eu la crise, le problème de l'insécurité au niveau du bicentenaire. On est tous conscients, Maître Dorval en parlait, et ça fait longtemps que moi j'en parlais. Donc on voulait la délocalisation du tribunal. Bon, le Premier ministre avait déclaré qu'on n'a pas besoin de déplacer le tribunal, on allait résoudre le problème de l'insécurité au bicentenaire. Et c'est bien. Bien que le tribunal, disons le local, c'est pas le local de l'État haïtien, c'est le local de l'USAID prêté à l'État haïtien. Et nous le savons très bien, on avait un projet de construire le tribunal après le 12 janvier, la première pierre avait été posée, et jusqu'à présent, au moment où je vous parle, on n'a pas idée, on n'a pas écho du plan ou bien du projet de reconstruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Alors, ce sont les deux palais, le palais national et le palais de justice. Jusqu'à présent, on n'a pas écho de la reconstruction de ces deux palais qui faisaient dans le temps la fierté des Haïtiens. La bâtisse, l'architecture, etc. Donc, le côté majestueux aussi de ces édifices. Parce que quand on se présente par devant le local du tribunal avec les lions, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, on n'en parle plus. Mais puisque c'est une autorité de l'État qui dit, écoutez, on n'a pas besoin de délocaliser le tribunal, on va résoudre le problème de l'insécurité, on attend encore que ce problème soit résolu. Mais jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu au niveau du bicentenaire. Tout le monde est droit. Donc, il y a la cour d'appel, il y a le problème au bicentenaire, et tout cela, selon vous, rend l'appareil judiciaire dysfonctionnel ou en panne. Écoutez, monsieur... Est-ce qu'il n'y a pas plus? Monsieur Théodore, laissez-moi vous dire aujourd'hui, nous avons une grande partie de la magistrature, est-ce que je peux dire la moitié de la magistrature qui est en grève? Et de cela, plus d'un mois. Les parquetiers. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que des parquetiers sont en grève. Vous avez une idée de leur cahier de doléances? Écoutez, les parquetiers ne demandent pas d'augmentation de salaire. Les parquetiers ne demandent pas des privilèges qui ne sont pas inscrits dans le traitement qu'on donne aux autres magistrats. Et nous autres, ANAMA et d'autres associations, nous avions demandé au CSPJ de reconsidérer et d'adresser nos revendications. Et le CSPJ a accepté de s'asseoir avec nos autres associations et on n'est pas parvenu à un accord et on a observé une trêve. Ce n'est pas la levée de la grève, mais une trêve qui dure encore. Pourquoi? Parce que nous voudrions que le tribunal fonctionne. Parce que les gens qui sont en prison, leurs parents payent encore des taxes. Et c'est avec les taxes de ces citoyens, dont vous, monsieur Théodore, que je perçois mon salaire chaque mois. Donc, si je ne travaille pas, c'est-à-dire que je vous fais un tort, je vous cause grief. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dans ce dessin que nous avions observé une trêve. Mais le CSPJ donne au magistrat assis, le juge, une carte de débit, un tiers de salaire et d'autres privilèges. Or, le commissaire du gouvernement qui dépend du ministère de la Justice, il n'a pas la carte de débit, il n'a pas le tiers de salaire, il n'a pas les autres privilèges que le CSPJ nous accorde. Or, que dit la loi portant et création du CSPJ, ou bien la loi sur la magistrature, et même le décret du 22 août 1995, nous sommes une seule magistrature.
Donc, si vous êtes commissaire du gouvernement... Assis ou debout? Assis ou debout. Si vous êtes un commissaire du gouvernement et au niveau du tribunal de première instance, et moi je suis juge, vous devez avoir les mêmes privilèges que moi, parce qu'on a le même grade. Et si je suis traité d'une façon et le commissaire du gouvernement est traité d'une autre façon, il y a une discrimination dans le traitement, le commissaire du gouvernement ne va pas accepter ça. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le commissaire du gouvernement demande le même traitement que les magistrats. Alors que ce n'est pas le CSPJ qui doit accorder ce traitement au commissaire du gouvernement, c'est plutôt le ministère de la Justice. Alors que le ministre de la Justice, nous comprenons, M. Théodore, un ministre de la Justice est un homme très occupé. Et c'est pourquoi je comprends que depuis plus d'un mois, le ministre de la Justice ne trouve pas un creux dans son agenda pour rencontrer les commissaires du gouvernement au fin de discuter de leurs revendications et trouver issue favorable à la crise, pendant que les gens peinent en prison. Magistrat, on va observer la pause. Au retour, l'un des points que je voudrais bien aborder avec vous a rapport avec la perception, la façon dont la population perçoit l'appareil judiciaire. Par exemple, on parle de corruption, on parle de la justice qui est mal gérée. J'aurais aimé avoir quelques explications, quelques réactions de vous pendant l'émission, tout de suite après la pause. OK. OK. Enfin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le président de l'ANAMA, magistrat Jean-Wilner Morin, est notre invité ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le juge Jean-Wilner Morin est notre invité ce matin. Je parlais de perception avant la pause. Magistrat, permettez que je fasse un petit rappel pour une meilleure compréhension. Et pas de vous, mais du public, je veux dire. L'article 184.2 de la Constitution stipule, et je cite, « L'administration et le contrôle du pouvoir judiciaire sont confiés à un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline et qui dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature. Conformément à l'article 4 de la loi du 13 novembre 2007 créant le pouvoir judiciaire, 9 membres dirigent le CSPJ. Ce sont le président de la Cour de cassation, le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation, un officier du ministère public près du tribunal de première instance, 4 magistrats de siège élus par leur pairs, un bâtonnier, un représentant des droits humains. Question, magistrat, pourquoi la population a la perception que la justice en Haïti n'est pas gérée? On parle même de corruption au sein du pouvoir judiciaire, alors que vous avez une structure d'encadrement. Je crois qu'il y a un problème légistique au niveau de ces deux articles. Bon, je comprends qu'on voulait rapidement travailler pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, parce que vous le saviez, autrefois, la justice dans son ensemble était gérée par le ministère de la Justice. On a bien voulu venir avec le CSPJ, et là, j'ai une pensée pour le président Martelly, parce qu'il faut dire que la loi avait été votée sous la présidence de M. Préval, mais c'est le président Martelly qui avait installé le CSPJ. Il a ce crédit. Mais quand on dit que administré par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une double administration. Donc ça existe en théorie? Tout carrément, parce qu'il y a une double administration de la justice. Parce que les juges dépendent du CSPJ et les commissaires du gouvernement et les greffiers dépendent du ministère de la Justice. Donc il y a une double administration du pouvoir judiciaire, et le budget
consacrée à la justice est divisée en deux. Une partie au CSPJ pour le personnel et pour un certain personnel judiciaire, quand je parle des magistrats assis, des juges, et le budget, une autre partie de ce budget est consacrée au ministère de la Justice, est accordé, si vous voulez, au ministère de la Justice, et le ministère de la Justice a une autre partie du budget qui est le budget d'investissement. Par exemple, ça veut dire que c'est le ministère de la Justice qui doit construire de nouveaux bâtiments et qui doit aussi intervenir quand les bâtiments se trouvent délabrés pour les réparer. Bon, donc, le CSPJ est là pour administrer la justice, mais au niveau des juges uniquement. Le CSPJ n'a rien à voir avec les commissaires du gouvernement, oui, le commissaire... si ce n'est une administration que je dirais transitoire, et une partie dans la loi qui dit, écoutez, il faut certifier le magistrat. Il n'y a que ça que le CSPJ puisse faire pour les commissaires du gouvernement, mais après quoi, c'est le ministère de la Justice. Donc je crois qu'il faut corriger cette partie. Maintenant, vous parlez de la perception, de la corruption. Oui, moi je suis d'accord que je ne veux pas dire que la justice est corrompue, mais il y a de la corruption au niveau de la justice. Et la dernière certification du CSPJ vous donne une idée qu'il y a problème à ce niveau. Et si... On a tenté de sanctionner les juges, c'est ça ou bien... Exactement. Et il y a des magistrats qui ne sont pas certifiés. OK? Et vous avez vu la liste, vous avez vu pourquoi ces magistrats ne sont pas certifiés. OK. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Il y a vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau. On parle aussi des juges qui feraient partie de la mafia de la terre aussi, magistrat. Il y a tout ce problème. Il y a tout ce problème parce que, écoutez, je ne vais pas dédouaner personne. Nous savons qu'au sein de la magistrature, il y a des gens peu catholiques. Et c'est pourquoi il faut que le CSPJ et le ministère de la Justice s'accordent, s'harmonisent pour épurer la magistrature. Parce qu'il y a problème au niveau de la magistrature. Et si l'on doit revenir sur le phénomène de détention préventive prolongée, souvent j'entends des policiers affirmer qu'ils arrêtent et que la justice libère. Bon, il y a deux problèmes. Il y a deux considérations. On parle des dossiers aussi qui sont mal montés. Évidemment, il y a deux considérations qu'il faut faire de cette question. La première considération, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de magistrats paresseux. Et le juge a le dossier. Des fois, il ne respecte pas le délai pour travailler et permettre à ce que l'ordonnance puisse être rendue dans le délai. Mais aussi, les magistrats ont beaucoup trop de dossiers aussi. Vous figurez-vous qu'un magistrat instructeur, il a 120, 130 et des fois près de 200 dossiers. Comment un magistrat va pouvoir gérer et traiter 120 dossiers en même temps? Non, mais les dossiers sont distribués par le doyen. Par le doyen. Mais écoutez, cela dépend du nombre de juges. Mais 200, c'est énorme. Mais les infractions, on commet les infractions chaque jour. La population commet des infractions chaque jour. Vous comprenez? Et on envoie la DCPJ, les commissariats, etc. On envoie des dossiers chaque jour. Mais en fond, je ne fais même pays. Non, mais écoutez, figurez-vous, au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, aujourd'hui, on n'a pas plus que 6 à 7 juges d'instruction disponibles. Et nombre de juges d'instruction, leurs mandats sont arrivés à terme et ne sont pas renouvelés. Donc, si moi-même, par exemple, permettez que je me... que vous parlez de vous-même. Aujourd'hui, figurez-vous, mon mandat de juge d'instruction est arrivé à terme depuis 2 ans. Mais les dossiers que j'avais
et que je traitais Sont en suspens. sont redistribués à un autre juge. Pourquoi on n'a pas renouvelé votre mandat? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et ça ne vous intéresse pas d'aller vous renseigner pour savoir pourquoi? Mais non, je ne dois pas me renseigner. Il y a le CSPJ pour faire ce travail. Est-ce que le CSPJ, à ce niveau-là, n'a pas failli à sa mission, puisque c'est à lui d'assurer le suivi, donc? J'ai entendu dire que le CSPJ avait déjà envoyé un rapport favorable me concernant, mais je ne connais pas la suite et je ne voudrais certainement pas parler aujourd'hui. Qui doit assurer la suite, magistrat? Non, pour tout juge d'instruction et dont le mandat arrive à terme, après la recommandation du CSPJ, le ministre de la Justice fait le suivi vous avez dit tantôt à la qu'il est présidence. Occupé. Vous avez dit tantôt qu'il est très pris, qu'il est très... Non, les ministres de la Justice sont très occupés dans tous les pays du monde. Un ministre de la Justice est le garde des Sceaux, vous comprenez? Tout à fait. Il est très occupé. Tout à fait. Autre point, magistrat, pourquoi après que le juge d'instruction, Yvikel Dabrésil, a rendu public son ordonnance définitive sur le dossier du journaliste Jean-Dominique, il est depuis 3 ans bloqué à la Cour de cassation? La Cour de cassation, je voudrais vous dire qu'il faut faire en sorte que la justice ne dépende pas trop de la politique. La procédure au niveau de la Cour de cassation pour la nomination des juges, c'est d'abord le Parlement et le Sénat de la République, qui est une assemblée qu'on dit souvent éminemment politique. Le travail que l'on fait n'est pas toujours un travail technique. Je dis pas toujours. Cela ne veut pas dire pour autant que le travail n'est pas technique. D'accord? Vous comprendrez et vous admettrez avec moi, monsieur Théodore, que si vous êtes sénateur et vous avez des connaissances, vous avez des amis, et qu'il vous est donné d'étudier certains dossiers, et il ne vous sera pas vraiment plausible de vous écarter de vos intérêts et de choisir parmi ceux-là que vous connaissez. Deuxième, c'est pourquoi on voit souvent le mandat d'un juge à la Cour de cassation est terminé et que 1 an, 2 ans après, on ne nomme pas de juge à la Cour de cassation. Donc, je dis que bravo à certains chefs d'État, par exemple, le président actuel, il a nommé des juges à la Cour de cassation, il a complété la Cour de cassation, c'est bien, le président Martelly l'avait fait aussi, donc ce sont de bonnes actions. Mais des fois, le mandat d'un juge a pris fin au niveau de la Cour de cassation 1 an, 2 ans, 3 ans après, et puis le mandat n'est pas renouvelé ou on ne nomme pas de nouveaux juges à la Cour de cassation. Et autre problème qu'il y a au niveau de la Cour de cassation, c'est la Cour fonctionne en collège. Mais avant, est-ce que les juges dont les mandats ne sont pas renouvelés, Alors vous parlez au niveau de la Cour de cassation? Non, non. Je parle des juges d'instruction. OK. Est-ce qu'on vous paye quand même? On continue à vous payer? Et dépendamment si vous êtes encore juge. Par exemple, moi, je suis encore juge. Parce que le juge a un double mandat. Il a un mandat de juge de 7 ans. Un mandat de juge d'instruction. Et un mandat de juge d'instruction de 3 ans. Lequel de ces mandats a pris fin? Moi, mon mandat de juge d'instruction a pris fin depuis 2018, mais mon mandat de juge prendra fin le 23 décembre 2022. Ah, OK. Donc, je siège encore comme juge au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Oui, alors permettez que je revienne à la question. Vous avez dit qu'il faut faire le distinguo entre la politique et la technique dans certains dossiers. Donc, c'est pourquoi, selon vous, la Cour de cassation n'aurait pas pris de décision en ce qui concerne... Non, alors je suis dans la nomination des magistrats. Mais je vous disais aussi que la Cour fonctionne en collège. Oui. En collège, parce que c'est un nombre de juges qui prennent siège pour décider sur un dossier. Donc... Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une motivation préalable? Il faut avoir des débats autour du dossier. Il faut s'entendre sur l'arrêt
à rendre. Et des fois, vous savez, la Cour de cassation décide en dernière instance. Et quand la Cour décide en dernière instance, la Cour n'a pas droit à l'erreur. Il faut que la Cour prenne son temps pour étudier le dossier avant de rendre son arrêt. Est-ce que c'est valable aussi pour le dossier de la Saline? Pourquoi la Cour prend autant de temps à se prononcer sur l'appel dans le dossier de la Saline? Figurez-vous, moi je n'ai pas en tête la réalité de la Cour de cassation, mais je peux vous dire, et quand on transfère un dossier au niveau de la Cour de cassation, au niveau de la Cour d'appel, il y a ce qu'on appelle le dossier qui arrive avant. Parce que si on ne les classe pas par ordre de priorité, on les classe non, je n'ai pas cette réalité en tête. Je n'ai pas cette réalité. C'est par ordre chronologique? Évidemment, monsieur Théodore, que vous soyez riche ou pauvre, si vous avez un dossier au niveau de la Cour de cassation, vous n'allez pas demander au juge de la Cour de cassation de décider sur le vôtre avant de décider sur celui du petit bonhomme de Cité-Soleil. Donc, vous êtes un citoyen et le petit bonhomme de Cité-Soleil est aussi un citoyen. Donc, la Cour doit décider, dépendamment de la chronologie, ou du moins le temps que le dossier est encore pendant au niveau de la Cour. Donc, la Cour a beaucoup de dossiers, mais il faut vous dire que la Cour est paralysée à longueur de temps. La Cour, c'était en 2019. Oui, mais c'est un élément aussi de la justice, c'est un élément de l'appareil. Et c'est pourquoi il faut dissocier la politique de la justice. Il faut trouver un autre moyen pour que les juges puissent être nommés plus facilement au niveau de la Cour. Parce que la procédure est lourde. La procédure est lourde. Il faut que les sénateurs étudient le dossier. Il faut que le sénateur recommande un nombre de juges au président de la République. Et le président de la République, aussi, avec son cabinet, il doit aussi faire des études. C'est beaucoup de procédures. Oui, c'est lourd, c'est très lourd. Vous avez dit, magistrat, que le CSPJ s'est gardé de certifier certains juges récemment. Et quid des avocats? Maître Montferrier d'Orval avait mis en place une commission pour vérifier les pièces des avocats enregistrées au barreau de Port-au-Prince. On entend dire que 30% de ces avocats sans diplôme. Il y aurait près de 30% d'avocats qui n'ont pas de diplôme. Est-ce que vous avez une opinion Écoutez, le barreau est indépendant et moi, en tant que juge et avocat en incompatibilité, je ne pense pas être en mesure de parler de ce projet ou bien de ce dossier au niveau du barreau de Port-au-Prince, mais je sais que toutes les institutions du pays doivent travailler pour épurer ces institutions, parce qu'il faut que ce soit les magistrats ou les avocats qui remplissent les conditions, qui respectent les critères, qui doivent continuer à militer ou évoluer dans le système judiciaire. Comment, selon vous, comment sécuriser et rendre indépendant un juge haïtien? Écoutez-moi, la Constitution consacre déjà l'indépendance. Oui, mais de manière effective, je veux dire, magistrat. C'est la réponse que je vous donne. Oui. La Constitution consacre déjà l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et que nous dit cette Constitution? Elle nous dit que la justice, le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats. De la Cour de cassation d'abord, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, de paix, du travail et les tribunaux spéciaux, etc. Maintenant, c'est le magistrat qui doit être indépendant. Pour être indépendant, il faut d'abord être esclave de la loi et de sa conscience. Donc, si vous êtes partisan dans le traitement des dossiers, si vous recevez des instructions, soit des autorités politiques, que ces autorités soient de leaders politiques de l'opposition ou des politiciens en poste, vous n'êtes pas indépendant. Ce sont les magistrats qui vendent, comme Ésaü, leur droit d'aînesse.
qui n'acceptent pas d'être indépendants. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de grève pour réclamer une indépendance. Nous sommes nés par la Constitution indépendants. Des fois, il y a un magistrat que vous allez voir que son mandat ne va pas être renouvelé parce qu'il est indépendant. Il ne va pas recevoir d'ordre ni instruction de quiconque. Et là, le magistrat respecte la loi. Il y a indépendance et autonomie. Les deux. Que vous le voulez, que vous confondez l'indépendance et l'autonomie, les deux valent. Pour le juge. Tout carrément. Parce que le juge, il est astreint, il doit respecter la loi. Il est esclave de la loi et de sa conscience. Donc, dites-moi que moi, je vais faire une grève ou moi, je demande mon indépendance. Mais non, vous êtes indépendant. Parce que quelqu'un qui vous demande de traiter votre dossier de telle ou de telle façon, c'est pas ce quelqu'un qui va venir traiter le dossier pour vous. Il vous demande de le faire, mais c'est vous qui traitez le dossier de la façon dont il vous le réclame. Donc moi, personnellement, je le dis, je suis jaloux de mon indépendance et je suis indépendant. Merci. L'exécutif vient de publier le décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence, ANI. Ils annoncent qu'ils vont corriger en raison du flot de critiques qui s'abattent sur cette décision présidentielle ou gouvernementale. L'un des manquements est le contrôle judiciaire. Êtes-vous prêt? Là, je m'adresse aux techniciens indépendants qui est en vous, ou bien aux techniciens que vous êtes. Si on vous en fait la demande, êtes-vous prêt à collaborer? En costume ou en caleçon, je suis un magistrat. Et le magistrat est astreint au devoir de réserve. Comprenez-vous que c'est une autorité politique qui a pris un décret, une décision. Je n'ai pas à discuter de cette décision. Il y a d'autres instances, d'autres entités politiques capables d'analyser, soit de demander une correction ou du moins de contester. Moi, je suis là pour faire application de la loi. Et la Constitution prévoit des législateurs. Les législateurs sont les parlementaires et aussi, dans certains cas, les autorités de l'exécutif. J'attendrai que ce décret puisse être corrigé, s'il y a lieu de corriger, mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de ce décret. Et si des voix s'élèvent contre ce décret, les autorités politiques, les autorités de l'exécutif, doivent quand bien même s'agir pour écouter la voix de ces gens-là et voir s'il y a vraiment matière à corriger. Avez-vous des suggestions à faire à la commission qui travaille sur la nouvelle constitution, une commission qui est dirigée par votre collègue, l'ancien juge et président Boniface Alexandre? Encore là, c'est une question politique. Nous avons une constitution, c'est la constitution de 1987 amendée, avec tout le lot de problèmes que nous connaissons de cette constitution. Mais écoutez, si un chef d'État décide de changer la constitution, moi, en tant que magistrat, je n'ai rien à redire. Mais ce que je peux dire, tout simplement, c'est que la constitution que nous avons là aujourd'hui, la constitution de 1987 amendée, elle n'a jamais été appliquée. Donc, venir avec une autre constitution, c'est une bonne idée. Mais pourquoi ne pas commencer à appliquer celle-là que nous avons? Un inspecteur divisionnaire a été assassiné le week-end dernier au Cap-Haïtien. Dans une interview, peut-être la dernière qu'il a eu à accorder à des journalistes de la région, l'inspecteur Ferrer a indiqué ou encore a révélé que les armes qu'il avait saisies d'un trafiquant d'armes arrêté par la police ne sont pas celles présentées au tribunal, ce qui allait provoquer la libération du présumé trafiquant en question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un gros problème. Parfois, on dit que la police arrête, le juge libère. Mais je le disais aussi, le corps du délit n'est jamais présent, n'est pas souvent présenté au tribunal.
Or, la loi fait injonction de présenter le corps du délit à l'audience. Donc, l'avocat qui est venu défendre son client, il n'est pas là pour faire cadeau au ministère public, ni à la société. Il est là pour défendre son client et obtenir sa libération. Et c'est pourquoi il faut commencer par mettre de l'ordre au niveau de la police aussi. Il faut mettre de l'ordre au niveau de la police, il faut mettre de l'ordre au niveau des parquets. Parce que les armes sont souvent subtilisées au niveau de la police après l'arrestation de quelqu'un qui est peut-être détenteur illégal d'armes ou bien qui commet une infraction. Mais ça, c'est à deux niveaux. Au niveau de la police et au niveau de la justice aussi. Oui, je l'ai dit. Parce que si on dit au parquet, c'est au niveau de la justice aussi. Donc, comment résoudre? Des fois, c'est intentionnel. Vous avez dit, il faut mettre de l'ordre au niveau de la police, mais au niveau de la justice. Aussi. Comment? Aussi, parce que des fois, c'est intentionnel. Des fois, c'est un parquetier qui subtilise l'arme, qui garde l'arme du crime ou du moins de l'infraction, si vous voulez. Et si l'arme n'est pas présentée au tribunal, le juge en siège ne va pas pouvoir condamner. Il faut avoir l'arme. Si il faut aussi procéder à ce travail scientifique. Parce que on peut venir avec une arme, me dire, écoutez, cette arme, je l'ai trouvée entre les mains de Wendell. Mais un travail scientifique va me démontrer les empreintes, etc., le numéro. Il y a un travail scientifique qui doit être fait. On ne peut pas faire la justice aujourd'hui comme en 1804, mes amis. On évolue dans le monde. Oui. Il y a la police scientifique. On ne peut pas continuer. Et on dit que le juge libère. Oui. Si on présente M. Théodore, comme je l'avais dit, je ne l'espère pas, hein? Oui. Je ne le souhaite pas. Mais je prends un exemple, n'importe qui, on présente au tribunal avec une arme. Mais il se pourrait bien que c'est quelqu'un qui ait l'intention de causer du tort à M. Untel. Donc, il faut prouver que l'arme appartient à M. Untel ou bien était entre les mains de M. Untel. Est-il vrai qu'un juge est tout-puissant? Le tout-puissant, c'est le Dieu, c'est Dieu. Est-il vrai qu'un juge est puissant? Ah oui, parce que si il a l'autorité de décider de la liberté de quelqu'un... Est-il intouchable? Non, il n'est pas intouchable. Merci, magistrat. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous fais tous mes vœux de bonheur et de succès continu en 2021. Je vous les formule aussi, M. Théodore. Grâce à vous et grâce à Télémétropole, j'ai l'occasion de m'adresser à vos téléspectateurs et je souhaite à tous les magistrats, mes collègues et aussi à toute la presse qui, au cours de cette année, m'a rendu service pour être l'écho de ma voix concernant les problèmes de la justice. Et à toute la population, je dis une bonne année 2021. Je rappelle en passant qu'à un moment donné, le juge Jean-Wilner Morin était à ma place. Oui, j'ai été à votre place. Et ça me manque beaucoup, hein? Ça me manque beaucoup. Il n'est pas trop tard quand même. Bon, on ne sait pas, hein, la vie, ce qu'elle nous réserve. C'est ça. Il se pourrait que je revienne encore dans la presse. Oui, sauf que quand on est un élément de la justice, c'est beaucoup plus rentable. Alors, on ne peut pas parler de rentabilité, parlons de préférence de l'amour. De l'amour, de la passion pour le métier. Merci. Merci, magistrat, encore une fois. Vous aussi, M. Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Wilner Morin, juge, président de l'ANAMA, était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous pendant ces 60 minutes. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.